bonjour Basile, nous voici en caméra. Ça c'est beau, et ouais. Du coup C'est Basile, parti. je vais te laisser te présenter en fait assez dans les détails de ce que tu fais, qui tu Mhm. es, etc. pour que les gens puissent te connaître un peu mieux. Bah, écoute, merci Com pour cette sympathique invitation, pour ce live. C'est très chouette. En tout cas, je suis hyper content d'être ton premier intervenant pour essuyer un peu les plâtres. Non, c'est vraiment super cool. Merci beaucoup de ton petit message pour qu'on puisse caler ce rendez-vous. Alors moi, je suis donc Basile Ducournau, j'ai 28 ans. Je suis un grand passionné de nature et plus précisément de tout ce qui est phénomène naturel un peu, on va dire un peu fort, un peu costaud. Ça va du volcanisme au phénomène météorologique. Et je me suis vraiment spécialisé dans tout ce qui était reportage voilà, de phénomènes météorologiques intenses et notamment des orages, des tornades, tout ce qui peut tourner tout autour de cet univers. Ça fait maintenant bientôt pas loin de 15 ans que j'ai commencé vraiment non seulement à m'intéresser, alors m'intéresser ça fait plus longtemps, mais ça fait 15 ans que je commence à tiller le monde de la photo par ce canal-là. J'ai vraiment commencé à mettre le pied à l'étrier au niveau de la photo d'orage en 2007-2008 et depuis j'ai plus arrêté en fait de courir les routes, les chemins de la France entière, même passant de temps en temps par-delà les frontières, que ce soit en Europe ou aux États-Unis notamment, où j'ai fait pas mal de reportages sur les orages assez exceptionnels qui peuvent se produire là-bas, sur les tornades qui se produisent à la saison au printemps, qui font souvent pas mal parler d'elles. Et voilà, maintenant on est en 2020, ça fait 12-13 ans que je suis à fond là-dedans. Je me suis d'abord concentré sur le côté photo, que j'ai évidemment toujours conservé, mais depuis 2013-2014, j'ai vraiment aussi insisté sur le côté vidéo, en essayant de réaliser des formats souvent assez longs. C'est vrai que j'ai pas encore eu l'occasion de me frotter au format très court. Je suis rarement en dessous de 20 minutes et plus souvent autour de l'heure dans ce que je produis, dans ce que je propose. Et voilà, là, il y a eu un dernier opus qui est sorti il y a une grosse dizaine de jours maintenant, et un autre qui est en préparation pour la fin de l'année, si tout va bien. Du coup, pour resituer un peu le contenu que tu fais et la manière dont tu présentes ça, moi j'ai été vraiment choqué et surpris, mais dans le côté positif du terme, de voir à quel point le contenu que tu proposes est à la fois puissant parce que les phénomènes que tu présentes vraiment, j'ai envie de dire, inspirent le respect parce que on se sent vraiment petit face aux tornades, bah, aux volcans comme tu dis, face aux orages qui ont des nuages complètement démentiel. On voit à des dizaines, voire même des centaines de kilomètres à la ronde. Et d'un autre côté, la poésie que tu viens apporter, c'est-à-dire la douceur, parce que je trouve que le langage que tu utilises, les mots que tu viens donner dans tes vidéos, sont toujours très bien placés et très bien posés avec vraiment beaucoup de légèreté et on se sent comme c'est peut-être une volonté de ta part, enfin j'imagine que c'est une volonté de ta part, mais très petit devant l'immensité des éléments et très contemplatif, c'est-à-dire que c'est vraiment une sorte de pèlerinage, j'ai envie de dire, de la pensée entre la formation des orages, la formation des éclairs, etc. Et même pour un novice comme moi qui n'y connaît absolument rien, du coup à la création d'un énorme cumulonimbus ou d'un tuba pour faire des grosses tornades dévastatrices, on arrive quand même à suivre en fait une structure de présentation vidéo et à la fois d'être porté. Et en fait, moi, ce qui m'a vraiment surpris chez toi et dans la création de ton contenu, c'est comment peut-être la demi-heure ou l'heure de vidéo passe particulièrement vite parce qu'on est assez vite transporté dans l'univers que tu viens présenter. Là, je crois que tu me diras si je me trompe, mais la majeure partie de tes vidéos, ou en tout cas la majorité pour ne prendre que tes grandes vidéos, ont été tournées dans les grandes plaines américaines. Tout à fait. D'ailleurs, pour fermer la parenthèse que tu viens d'ouvrir, dans les années qui viennent, si tout un tas de conditions qui sont évidemment bien indépendantes de notre volonté le permettent, j'aimerais bien aussi me concentrer sur un nouveau format en France et un autre format en Europe, parce qu'il y a aussi beaucoup de choses à dire, beaucoup de choses à montrer, à raconter, et il y a pas mal de zones en fait que j'aimerais bien explorer en fait, que ce soit en Italie, même en Croatie, hein, tout ce qui est en bord de Méditerranée notamment, c'est vraiment des zones hyper photogéniques. Donc voilà, pour fermer la parenthèse, lieu de réalisation. Et donc je suis hyper content du retour que tu me fais. Notamment quand tu as utilisé le terme de pèlerinage de la pensée, je crois, hein, c'est ça. Ouais, à peu près. Ouais, je trouvais ça assez beau la manière dont tu as
dont tu as dit ça, c'est un peu le but que je m'étais fixé. C'est-à-dire que moi, l'objectif, en plus évidemment de montrer les phénomènes dont j'ai été témoin, de montrer toute la puissance des choses qu'on peut rencontrer dans ces conditions de prise de vue, c'est aussi d'axer toute une démarche poétique, en fait, d'essayer d'amener le sujet d'une manière un petit peu, voilà, pas légère forcément, mais de faire en sorte que le spectateur puisse se laisser porter par une sorte de souffle qui puisse, comment dire, l'amener dans des questionnements, dans des considérations qui sont pas forcément uniquement didactiques, techniques, scientifiques. Donc c'est toujours un peu, j'essaie toujours d'avoir un pied dans le côté vulgarisation pour expliquer la manière dont fonctionne le phénomène et un pied dans un côté peut-être un peu plus, en essayant d'approfondir d'un point de vue un peu plus poétique, littéraire, pour que ce soit justement pour rendre le phénomène en tant que tel, qui est parfois un peu ardu, un peu difficile à comprendre, plus abordable. Je sais pas si c'est clair pour toi. Ouais, non, mais bien sûr. Bah, le rendre, enfin, moi, de ce que j'ai pu voir, c'est vraiment le rendre, en fait, partager à la fois tes connaissances, parce que de ce que j'ai pu comprendre, en fait, dans tes vidéos, il y a vraiment des termes assez techniques que tu utilises, hein. Alors, moi, je connais pas tout dans le monde de la météorologie, mais tu parles souvent d'enclume, tu parles souvent Ouais, de c'est ça. stratonimbus ou d'éléments comme ça. Alors, je suis pas du tout expert, donc je dis n'importe quoi, hein, Non, mais mais dans je vois l'idée, tout à fait ce que tu veux tu dire. parles d'éléments très techniques parfois, avec la création de certains éléments, ou même, et ce qu'on retrouve parfois dans plusieurs vidéos, ou même dans plusieurs chaînes de chasseurs d'orage, c'est les éléments qui vont être réunis pour la formation d'un orage que vous considérez comme intéressant. Ceux qui suivent l'interview, qui n'ont pas forcément vu toutes les vidéos que fait Basile, mais dans l'idée, en fait, il y a des éléments dans les vidéos, on voit du coup Basile et son équipe partir à l'assaut de plusieurs cellules en même temps. Et enfin super cellules même, et parfois devoir rebrousser C'est chemin ça. parce qu'une cellule donne plus de phénomènes qu'une autre, ou alors une cellule perd en puissance et donc il faut changer de cap, et en fait ça fait Pour même, pour tordre, je fais une petite parenthèse, pour tordre le cou à toutes les incompréhensions qui pourraient déjà naître, une cellule, en fait, quand on dit une cellule, c'est vraiment un nuage d'orage, en fait. Une cellule, c'est un cumulonimbus. Donc, chaque orage est une cellule orageuse dans un, comment dire, un petit charabia un peu plus technique. Mais une supercellule, en fait, c'est simplement un orage qui va entrer en rotation. Et donc, ce sont justement les supercellules qui sont légion, notamment aux États-Unis. Alors, il y en a en France aussi, mais c'est moins courant. Les orages supercellulaires sont courants aux États-Unis, notamment à cette saison-là, au printemps. Et ce sont ces orages-là qui peuvent donner naissance à des tornades. D'accord, donc au moins comme ça les gens peuvent comprendre un peu mieux Voilà. ce que c'est qu'une supercellule. Et en fait, du coup, pour revenir à ce que je disais, ces supercellules-là, vous devez les choisir, les sélectionner avec soin, parce que Ouais. vous n'êtes pas toujours dans la région où elles vont se produire. Et donc vous devez avaler des kilomètres de route, même des centaines de kilomètres de route par jour, pour venir trouver la bonne cellule au bon endroit et faire des prévisions du coup sur des heures à l'avance. Enfin, j'imagine, on voit pas trop ça dans la vidéo parce qu'à chaque fois c'est condensé, mais ça choisit la matinée pour Ouais. l'après-midi. Ça choisit? C'est souvent même la veille pour le lendemain et parfois même on anticipe en fait certaines. Parfois on anticipe même 48 heures à l'avance, c'est-à-dire qu'on choisit volontairement de négliger une situation météorologique dans un endroit particulier pour avoir suffisamment de temps en fait pour atteindre la situation qui va se produire le surlendemain et qui elle sera entre guillemets plus prometteuse. Mais souvent oui c'est la veille pour le lendemain, on essaie de se replacer un petit peu le soir ou dans la nuit, on dort quelques heures et on regarde, on reconsulte à nouveau les modèles météo. Les modèles météo, on les consulte tout le temps, hein, du soir au matin, du matin au soir. C'est vraiment en permanence. C'est une donnée qui est actualisée en fait toutes les 6 heures. Donc il y a différentes cartes qui sont générées à intervalles réguliers. Et en fait, la prévision s'affine. Forcément, on va commencer à déterminer un potentiel 3-4 jours à l'avance. Et puis, au fur et à mesure de l'échéance, on va réussir à affiner de plus en plus la prévision. Et une fois qu'on sera vraiment à peu près sûr de l'endroit où le phénomène prévu va se produire, on va vraiment se placer. Mais c'est clair que ça demande
de surveiller ça comme le lait sur le feu en permanence. Bien. Alors moi j'ai une question du chat, c'est Des Webner qui veut nous la poser. Est-ce que c'est pas dangereux de Ouais. venir se retrouver dans ce genre d'intempéries très, du coup parfois très violentes, hein. Moi pour rebondir sur cette question-là, il y avait aussi pas mal de grêle parfois, donc comment est-ce que vous devez un peu jongler avec ces éléments à la fois fascinants et à la fois dangereux? Bah, je suis un peu obligé d'admettre qu'il y a une part de risque qui est quand même non négligeable. Ça reste un phénomène qui est dangereux à bien des égards, hein, que ce soit au niveau de la grêle, justement, parce que bon, la grêle, quand on a des grêlons de 2-3 cm de diamètre, ça va, mais quand on arrive sur des espèces de bolides monstrueux qui font 8, 9, 10 cm de diamètre, en sachant qu'ils arrivent à une vitesse généralement au-delà de 160, 200 km/h, ça peut faire très très mal. Donc il faut éviter de sortir dans ces conditions-là. Donc on s'est déjà retrouvé à plusieurs reprises sous un orage qui délivrait voilà, des monstres de cette nature-là. Donc là, la grêle, c'est vraiment un gros risque. Le vent aussi, des fois, on a des rafales de vent qui sont, sans même encore parler de tornades, des rafales de vent qui peuvent être destructrices, qui peuvent voilà, coucher des arbres, donc il ne faut pas être en dessous quand ça se produit, emmener des tôles, des débris en tout genre. Évidemment, aux États-Unis, quand on est dans la tornade Wallet, faut se méfier évidemment du danger principal qui est, enfin d'un des dangers principaux en tout cas, qui est celui de la tornade, parce que la tornade c'est un phénomène qui est très, qui peut surgir très brutalement, qui ne prévient pas toujours et qui peut générer des vents absolument monstrueux, hein. Les vents les plus violents du globe ont été enregistrés dans ce type de phénomène-là. Et donc ça, oui, quand on est pris dans une tornade de très forte intensité, on n'a que peu de chances d'en ressortir indemne, le matériel y compris d'ailleurs. Et la foudre, tout ça. Donc tout ça, c'est des phénomènes qui sont vraiment particulièrement menaçants. Après, c'est sûr que c'est beaucoup plus risqué de foncer tête baissée sans avoir un minimum de connaissances et sans essayer d'appréhender un tout petit peu le fonctionnement d'un orage, de se lancer en mode bon, j'y connais rien mais j'y vais, ça a l'air sympa. Je crois que c'est un peu la meilleure manière de se planter. Moi, j'ai une autre question avant de poser les questions que le chat voudrait poser. C'est Mmh. surtout, qu'est-ce que tu pourrais donner comme conseil aujourd'hui à ton échelle pour un chasseur d'orage débutant qui aimerait partager son contenu? Qu'est-ce que tu lui conseillerais de faire? Par où tu lui conseillerais de commencer? Et en fait, quel avantage et quel inconvénient il pourrait tirer d'une telle situation? Alors, une question et beaucoup de réponses potentielles. Alors attends, je vais essayer de mettre mes idées en ordre. Vraiment, je serais hyper. Je chercherais à l'encourager à fond les ballons dans cette direction-là, parce que je pense que d'essayer d'observer les orages, c'est quelque chose, une activité qui est profondément apaisante, hein, parce que sauf, enfin, sous couvert d'apparence comment dire, assez tumultueuse, je pense que le chasseur d'orage aussi a soif de cette espèce de contact avec les éléments, de cette espèce de relation particulière, parce que c'est vrai que de se retrouver face à des phénomènes pareils, ça libère un petit peu l'esprit en fait. On se sent, on a l'impression que vraiment on se ressent faire une seule entité entre la nature et soi. Donc c'est vrai que c'est une activité qui est très, très épanouissante, même d'un point de vue personnel. Donc voilà, je pense que c'est une bonne démarche d'essayer de découvrir un petit peu plus en avant ce type de phénomène-là. Qu'est-ce que je pourrais donner comme conseil? C'est un peu difficile. C'est vrai que j'essaie de m'imaginer ce que j'aurais voulu entendre quand j'avais 15 ou 16 ans. Bah déjà d'essayer d'être honnête dans sa pratique, d'essayer de pas forcément vouloir faire comme tout le monde et d'essayer voilà, de proposer un contenu qui ressemble à la personne qui le propose, quoi, que ce soit quelque chose d'original, sans forcément que ce soit grandiloquent ou absolument hors norme, quoi, hein, mais d'essayer déjà d'être honnête et sincère dans la proposition de contenu. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est très difficile en plus de surnager dans tout cet océan, d'ailleurs, que ce soit pour le monde des chasseurs d'orage, de la météo ou même des mille et un autres univers qui peuvent exister sur la communauté, que ce soit YouTube ou autre. D'être sincère dans son propos, d'amener en fait quelque part une touche très personnelle. Déjà ça, après, c'est sûr que c'est pas évident de faire son trou, quoi.
C'est pas simple. Je pense qu'il faut essayer déjà de rien en attendre, de le faire pour soi avant tout, avant de le faire pour le. Moi, je le fais absolument pas pour les lauriers, hein. Vraiment, je le fais parce que ça me fait plaisir, parce que ça me fait vraiment plaisir de le faire et de faire découvrir à ma façon ces phénomènes-là auprès d'un public et ça me fait très plaisir chaque mois un peu plus nombreux. Mais voilà, je le fais vraiment parce que moi, ça m'épanouit et parce que quand j'ai des retours positifs, bah, je suis hyper content, quoi. Je le fais, même, il suffit de quelques petits messages sympas. Bah, voilà, ça me gonfle à mort et voilà, si ça peut plaire, moi, c'est tout bénef, hein. Vraiment, je le fais vraiment ni pour ni pour les sous, ni pour comment dire, l'aura. Ça marche. Bah écoute, merci beaucoup Basile. Pour ceux que ça Voilà. intéresse, je vois qu'il y a encore plein de questions, mais on va pas pouvoir toutes les traiter. Pour ceux que ça intéresse, n'hésitez pas à vous rendre sur la chaîne de Basile, Cieux sous tension. Je sais pas si t'as un Instagram, je sais. Je sais pas si t'as Ouais. d'autres peut-être réseaux sociaux que tu aimerais partager. Je suis essentiellement sur Instagram, Facebook et YouTube. Voilà, donc vous avez tous les réseaux sociaux. Je vous mets la chaîne YouTube de. Toujours avec c'est sous tension, de toute façon. La simple appellation sociaux sous tension permettra à tout un chacun de me retrouver sans souci. Exactement, Cieux, donc au pluriel pour ceux qui se posent la question. Cieux sous tension, donc la chaîne de Basile. Je te souhaite une bonne continuation, puis bon courage dans tes projets, bon courage dans ta vie de famille. Du coup, je vous fais de gros bisous, je vous embrasse très fort. Merci d'avoir été présent pour ce live, et puis nous on se retrouve la semaine prochaine à 16h pour de nouvelles aventures sur Arma 3. C'était Prodéode. Ciao ciao.